rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Le slogan 100% différent n'est pas seulement le slogan pour le cégep de Thetford où mon invité enseigne la philosophie, mais c'est une expression qui décrit bien mon invité. Alors, dans les prochaines minutes, Stéphane Blackburn va expliquer comment la vie avec ses bas et ses hauts, mariée avec l'autisme, a donné la chance de découvrir le bonheur et le bien-être. Salut Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Dans l'intro, j'ai dit les bas et les hauts tout simplement parce que la vie n'était pas vraiment facile puis pleine de fleurs quand tu grandissais. Non, la vie n'a pas été facile. En même temps, je rencontre plein de gens qui ont une vie plus difficile que la mienne. Mais oui, effectivement, si je peux dire, j'étais pas un petit gars heureux en général. Parce que, bon, il y a plein de choses que je savais pas de moi. Et donc, que tu parlais d'autisme. Donc, oui, maintenant, j'ai un diagnostic qui m'aide beaucoup. À cette époque-là, on ne pouvait pas associer l'autisme à un petit garçon qui parle beaucoup. Puis, j'étais très émotif. Je suis un hypersensible aussi au niveau des sens. Donc, ça fait que j'étais extrêmement très émotif, très là, très présent, puis avec beaucoup de volonté de socialiser, mais ça fonctionnait pas, ça marchait pas. J'avais pas d'amis, j'étais toujours le dernier choisi, j'étais tout seul. Toute seule? Oui. OK. Parce que c'est ça, je voulais que tu donnes 3 ou 4 adjectifs, mais c'est bien, tu dis que tu es toute seule, puis tu ne sentais pas que... J'étais rejeté tout le temps, tu sais, par les équipes, par les jeunes. J'arrivais pas à faire d'amis. Donc, oui, c'est difficile. Mais tranquillement, malgré tout ça, tu as trouvé un ami dans l'instrument, le violon, parce que je pense que c'était vers 4 ans. Et plus tard, je pense que tu n'as pas seulement appris comment jouer, mais comment exprimer tes émotions un peu. Ouais. Parle de cet amour ou comment tu as découvert cet instrument. Je l'ai pas toujours aimé, mon violon. Non, c'était pas... Puis je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui tombent en amour avec leur violon. Parce non, que et les parents non plus, probablement. Non, c'est très pénible à entendre quand on commence. Mais bon, quand j'étais petit, mes parents avaient vu que je pouvais m'émouvoir aux larmes pour une musique que j'entendais parce que je trouvais ça beau. Puis c'était à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc, dès 4 ans, aussitôt que ça a été possible, ils m'ont inscrit à des cours de violon. Mes parents m'ont poussé à continuer jusqu'à l'âge de 15 ans, où là, je tombais dans l'adolescence, dans les nouvelles passions, les petites filles, l'amour, bon. Et je suis arrivé comme à tomber amoureux de mon violon parce qu'il me permettait d'exprimer des choses que j'arrivais pas à exprimer autrement. Okay. Je pouvais ressentir des choses par en dedans, tu sais, comme beaucoup d'adolescents qui en parlent pas aux parents, Non. mais tu vas pratiquer ton violon comme d'habitude, tu le sais pas, tu t'entends pas, tu fais juste jouer, puis là, c'est ta mère qui descend. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Qu'est-ce que t'as, là? Ça va pas, ton violon, c'est pas comme d'habitude. Ah, oui. J'arrivais comme à... Oui, et là, c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de mon violon, oui. Après ça, tu as enseigné le violon, mais tantôt, tu as dit, mais tu as l'oreille absolue. Oui. Je sais que tu écoutes, puis tu joues. Donc, tu ne sais pas nécessairement comment lire la musique. Donc, comment est-ce que tu fais pour enseigner à quelqu'un d'autre qui veut apprendre de façon standard, on peut dire? Ben, j'enseigne le solfège, mais je le comprends pas. C'est vrai. Okay. J'ai beaucoup de difficultés à lire la musique. J'ai toujours eu de la difficulté avec ça. C'est une des choses que j'arrive pas à comprendre. Il y a énormément de par cœur.
Mais quand je l'explique, les élèves comprennent. Le message est reçu. Là, oui, ils arrivent à lire leurs feuilles, ils arrivent à comprendre la clé. Okay. Ils arrivent à voir les dièses, les bémols. Moi, c'est que du par cœur, je l'explique, je ne le comprends pas. Et quand je faisais de l'orchestre, j'écoutais d'abord la musique, pendant que les autres jouaient autour de moi. Puis la deuxième fois, là, je jouais avec les autres parce que j'avais enregistré la musique dans ma tête. J'écoutais la musique et je la reproduisais sur mon violon la seconde fois. Je n'avais pas besoin de m'occuper de la feuille. C'est comme compenser une incapacité par une capacité. Pas une autre, Ouais, oui. ouais. Tu as déjà dit que tu n'as pas été diagnostiqué avant, je pense que c'est l'âge de 44 ans. Exact. Donc, tout ce temps-là, tu n'avais pas les mots précis pour exprimer ce qui se passait. Tu grandis, ça allait pas vraiment bien à l'école et tout ça. Puis quand, à un moment donné, tu m'as dit que tes parents, ensemble, ils ont dit, viens, ils se sont rencontrés, puis cette rencontre-là a eu vraiment un impact. J'avais 19 ans. Avant ça, oui, je rejetais le monde. Hein. J'étais dans l'alcool, ça allait pas bien du tout. Et je rejetais le monde, je rejetais l'école. J'étais très malheureux, effectivement. Mon père, lui, à cette époque-là, mes parents étaient déjà séparés. Puis ils avaient chacun leur conjoint de chacun de leur côté, puis ils se parlaient pas. Or, mon père, lui, devait partir pour l'Espagne avec sa copine, qui est une Espagnole. Ils sont encore ensemble aujourd'hui. Puis ma mère, elle, vivait avec son homme ici à Québec, là. Et ce qui est arrivé ce soir-là, c'est que mon père étant parti, puis ma mère étant couchée, à l'heure où j'arrivais, j'ouvre la porte, puis je m'attendais à voir personne, mais il y avait mon père puis ma mère ensemble qui me regardaient tous les deux avec une tasse de café à la main. On était aux petites heures du matin, ça faisait combien de temps qu'ils étaient là? Tous les deux. Et là, j'étais comme, tu sais, l'espèce de surprise qui fait qu'à un moment donné, tu te sens comme, c'est-tu réel ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce qui se passe là? Puis ils m'ont juste dit, assis-toi, mon homme. Oh, oui, OK. Et je me rappelle pas du discours, là. Non. Ça devait être quelque chose comme, écoute, mon homme, il faut que tu te reprennes en main, tu sais, il faut que tu recommences ton école, il faut pas que tu te laisses aller, etc. Mais c'est pas tant ce qu'ils ont dit que j'ai retenu comme le geste lui-même. Mon père avait annulé son voyage en Espagne avec sa blonde pour être là avec ma mère. Les deux ensemble. Les deux ensemble, en paix, pour me parler. Alors là, ça a été ça a été l'épiphanie, là. Ouais. Le geste d'amour qu'il y a eu là-dedans, là, je sais que je leur ai promis de m'inscrire, puis d'aller à l'université, puis de trouver un travail, etc. Chemin. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé. Ouais. Et il y a, en tout cas, c'était bien, tu as fait cette promesse-là. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui était placé sur ton chemin qui t'a trouvé un emploi comme agent de sécurité. Donc, tu as pu étudier, payer tes études et trouver un chemin. Tout le temps de mes études, j'ai été agent de sécurité à côté. Et là, ça a été un de mes élèves de violon, en fait, qui m'avait trouvé cet emploi-là, qui était ami avec un patron de la compagnie. Mon Dieu, comment les deux... Oui. C'est extraordinaire. Ça a été vraiment facile pour moi de trouver cet emploi-là. Et c'est ça m'a permis d'avoir une belle qualité de vie, au moins au niveau financier, avec l'aide de ma grand-maman qui m'aidait à faire mon budget. Là, puis, ça fait que, ça a été j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu d'ennuis, j'ai pas eu besoin de prêt-bourse. Puis il y a un peu de calme qui s'est installé. Oui. Okay. Je continue d'enseigner le violon en même temps. Pour ça. À un moment donné, on va parler de tes multiples carrières, un peu. Tu avais commencé, tu as eu une expérience comme prof de philo qui n'était pas exceptionnelle, mais après ça, tu as commencé à être camionneur.
Et camionneur, ça a cliqué. Oui. Puis tu as passé tes examens, puis tu as fait les états. Mais c'est quoi camionneur qui clique, qui te rend heureux, qui te motive? Depuis que je suis tout petit, là, je suis passionné par tout ce qui tourne. OK. Bébé, je regardais les disques tourner inlassablement. Je me mettais sur le bout des pieds pour regarder le stéréo avec les disques qui tournaient quand la musique jouait. OK. Et quand ils m'ont acheté un tricycle, je mettais le tricycle sur le côté pour faire tourner la roue, pour regarder la roue tourner. L'auto, c'était une roue, hein? C'était des roues, Oui. c'était le volant, c'était bon. Tout ce qui avait des roues ça m'a toujours fait triper. Je ne sais pas pourquoi. S'il y avait un rêve que j'avais jamais réalisé, mais c'était un rêve qui était absolument déraisonnable, c'était être camionneur, alors que j'étais prof de philo au cégep. Hein? Mais j'étais pas heureux. Je savais pas pourquoi les gens réagissaient si mal autour de moi. C'était un peu la vie de Stéphane, ça, de se demander, mais pourquoi les gens me trouvent bizarre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Oui, tu sais, c'était tout Et je disais des choses que je devais pas dire. Et bon, mais ça allait très, très bien avec les élèves. Okay. Et la direction appréciait beaucoup que ça aille bien avec les élèves. Donc, ça a été un conflit permanent. Ça a été de plus en plus difficile. Je suis devenu brisé, brûlé, écœuré. OK, vraiment. Et c'est là qu'on m'a offert, Stéphane, va faire d'autres choses. Amuse-toi, là. Puis là, c'est là que j'ai dit, bon, OK, un rêve qui me tente vraiment, camionneur. Je suis allé chercher ma classe. Tu as pu visiter un peu partout. Aux États-Unis, partout. Okay. Et ce qui est merveilleux dans le camionnage, c'est que au quotidien, dans l'ici et maintenant, c'est très calme, c'est très zen. On est toujours en situation de regarder autour de nous pour garder la sécurité. Mais moi, regarder la route défiler, c'est pas ennuyeux. Okay. C'est apaisant. Puis prendre mes responsabilités, voir... Parce que tu es toute seule aussi. On est tout seul. Puis ça va bien. Oui, être tout seul, pour moi, c'est très, très confortable. Okay. Je suis jamais mal à être tout seul. Et oui, c'est une vie un peu comme dans un sous-marin. Hein? La chambre est en arrière, tout est là. Ouais. Oui, on sort des fois pour prendre un souper, pour faire le plein, pour prendre une douche, mais on rentre dans le camion après. Puis je suis bien là-dedans. C'est l'aventure. Il n'y a pas deux voyages qui se passent sont pareils. C'est extraordinaire. On vit des choses autant difficiles que merveilleuses. Et après ça, tu es revenu, tu as fait quelques années, mais l'occasion s'est présentée aussi que tu as fait Bay James, qui était une autre expérience que pour toi, qui était un peu différente, mais quand même très agréable. Oui, en 2011-2012, c'est un autre rêve absolument fou que j'avais. Je disais à mon épouse, je rêve d'aller passer un bout de ma vie à la Bay James. Puis Sylvie me disait, mon épouse, Sylvie me disait, mais oublie ça, Stéphane. Tu sais, voyons donc, on a 2 enfants, on va pas s'en aller à Bay James. Je comprends, je sais. En 2008, il y a eu la crise économique aux États-Unis. Oui. Et le transport en a beaucoup souffert. Donc, moi, j'étais dans cette situation-là où j'avais pas d'emploi, c'était difficile. Alors, il fallait que je trouve quelque chose pour me remettre dans le marché du travail. Il n'y avait plus rien. Mes amis camionneurs autour de moi, ceux qui étaient propriétaires, avaient fait faillite. On avait été achetés. Il y en a plusieurs qui ont été achetés par une grosse compagnie, là, Transforce, qui achète beaucoup, beaucoup de petites compagnies. Et il y en a qui avaient fait faillite. Bon, ça allait pas bien. Puis moi, j'avais perdu mon emploi, puis j'en trouvais pas. Puis je rêvais aussi secrètement de conduire des autocars. Okay. Et là, je trouve un emploi comme ça, chauffer des autocars à la Bay James. Et il n'y avait pas de conditions spéciales, sauf avoir sa classe 2. J'étais là, voyons donc. Les deux, hein? Les deux, oui. Et je l'ai fait. C'était pour reconduire les touristes qui venaient à la Bay James, à LG2, ou les employés de Hydro-Québec qui passaient du village de Radisson à l'aéroport et vice-versa. Okay. Je conduisais aussi des VUS pour aller reconduire des gens à LG3, LG4, les autres barrages un peu partout à la Bay James. Donc oui, j'ai fait ça aussi. Ça a été une période particulièrement belle de ma vie parce qu'encore là, c'est très solitaire. Puis il y a plein d'animaux partout. Partout. Des lynx, des renards, des ours. Il y a toutes sortes de... C'est beau, c'est très beau.
C'est parce que quand tu parles, tu vois la joie et tout ça. Pour plusieurs, si tu dis le mot autiste, il y a peu positif. Et quand même, je dis sans doute, tu as trouvé de quoi positif dans le mot et tout ça parce que à un moment donné, tu as écrit le livre Dieu merci, les autistes sont là. C'était quoi l'objectif quand tu as dit non, je vais écrire de quoi, mettre noir sur blanc? Quand on parle de quelqu'un de normal, on peut mettre... Normal. On peut mettre une notion large de la norme. On peut dire un normal, quelqu'un qui est un bon citoyen, qui va bien, etc. Mais on peut aussi avoir une norme extrêmement serrée où aussitôt que tu as une petite différence, oups, tu as un problème, tu as un trouble. L'autisme, on dit trouble du spectre de l'autisme, comme s'il fallait que ce soit un trouble. L'autisme est une catégorie. Oui, je suis un gars particulier. Je sais. OK, il y a des choses que je fais différemment, des choses que je pense différemment. Mais il fut un temps où on considérait ça comme normal. À ce temps, on ne considère plus ça comme normal. On a mis un mot dessus. Oui. On pense en catégorie, puis autiste, c'est une catégorie. J'accepte qu'on me mette cette catégorie-là parce que oui, ça correspond à qui je suis. Mais il y en a qui ont des problèmes avec des symptômes ou des signes qui sont semblables à ceux-là. Puis là, on va dire, ah tiens, l'autisme est un trouble ou une maladie. J'ai pensé que l'autisme était une maladie. J'ai arrêté de penser que l'autisme était une maladie. Ah, OK. On est 3 à la maison sur 4 à être autistes. Oui, c'est ça, parce que tantôt, je vais parler, tu as 2 fils. Tu as 2 fils aussi qui sont autistes, mais chacun est différent, je pense. On va revenir, mais je voulais revenir aussi sur la profession présentement. En 2014, je pense, tu as dit, là, tu étais à la recherche d'un emploi et tu reçois un appel où tu pouvais être engagé pour être camionneur sur la route de glace. Et ça, pour toi, je vois déjà, c'était vraiment quelque chose. Et je vais juste faire entre parenthèses que le salaire était extrêmement bon. Mais c'est ça la vie. Quelques heures plus tard, tu as eu un appel de Cégep de Thetford pour enseigner le philo. Puis encore, c'était pas un emploi, c'était une entrevue. C'était une entrevue, c'est ça. Puis c'était même pas une garantie où l'autre... C'était garanti que tu l'avais. Mais ce qui était intéressant, c'est que Sylvie, ta femme, je l'ai écrit, elle a cité Ignace de Loyola pour que tu sois en mesure de prendre une position. Explique ça, puis la décision. Sylvie. Ah oui, c'est une sainte. Je ne l'ai pas rencontrée, mais... C'est une sainte. Je venais juste d'avoir cet appel-là de la route de glace, puis comment on fait pour rejoindre les compagnies quand on veut faire de la route de glace? J'ai cherché. Ils vendent des livres avec des adresses ou appeler, mais tu sais, non, je fais pas ça. Je veux contacter quelqu'un. C'est eux autres qui m'ont appelé. Puis je leur ai demandé comment ça se fait que vous avez mon dossier. Puis ils ont des spécificités, tu sais, fiabilité, bon dossier de conduite, un certain âge, ils appellent ça des têtes blanches. Tu sais, ça leur prenait... voilà. Et moi, avec le salaire qu'ils offraient, c'était 900 $ par jour. Par jour, quand tu m'as dit ça, là. Puis là, j'ai dit à Sylvie, notre fortune est faite. Tu sais, elle savait bien qu'elle ne m'empêcherait pas de le faire. Tu sais, j'ai dit, là, je fais ça 5 ans, je prends ma retraite, puis on est correct, tu sais, Puis la même journée, il m'appelle du Cégep de Thetford pour une entrevue. Puis là, j'étais tellement comme... Qu'est-ce que... Sylvie, elle me regarde, puis avec sa gentillesse, sa douceur, elle me sourit, puis elle me dit, « Connais-tu Ignace de Loyola? » J'ai dit, « Je connais juste le nom. » Elle me dit, lui, il dit que quand tu as un
T'es un tournant t'es une croisée des chemins. Oui. Il y a toujours une option qui t'inspire l'amour, le premier amour passionné. Je dis oui. Puis elle dit, il y en a toujours une autre qui t'inspire l'amour tranquille d'un homme marié. J'ai dit, ça, c'est prof de philo. Elle dit, c'est ça ton choix. Mais voyons donc, même si tu as déjà été, puis c'était plus, tu as décidé que tu étais pour choisir ça. Je ne m'attendais jamais à retourner prof de philo. En tout cas, Je ne m'attendais jamais à ça. félicitations à Sylvie. Je restais surprise quand tu m'as dit que non, tu as accepté. Surtout vu qu'il n'y avait pas de garantie que tu sois engagé. Mais je retourne au début quand j'ai dit 100% différent, qui est le slogan pour le cégep de Thetford. Tu as fait une présentation qui était 100% différent. On n'irait pas dans tous les détails, mais tu as été engagé. Oui. Tu les as gagnés. Oui, parce que je n'étais pas avantagé, parce que j'étais de loin le plus âgé. Puis j'avais surtout du camionnage à inscrire sur mon CV. Ça, ouais. Ils m'ont fait venir comme par curiosité, tu sais, mais j'avais un plan de cours tout, j'avais tout préparé. J'étais là pour gagner, ouais. Tes élèves t'apprécient, je le sais, mais peut-être c'est le fait que toi, avec toutes les difficultés, tu as une compassion, une empathie face aux étudiants. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que philosophie n'est pas un cours qui arrive dans le top 5 probablement des étudiants. Donc, qu'est-ce que tu fais pour gagner les étudiants et garder une étincelle allumée pour les stimuler? D'abord, ces élèves-là, ils se posent des questions. C'est des jeunes adultes ou en fait d'adolescence qui sont passionnés par ce qui leur arrive, puis le monde est de plus en plus anxiogène. Ils sont hypnotisés par leur tablette, toujours en stimulation. Ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils subissent dans le fond. Et moi, il y a deux choses que j'adore faire. Un, c'est jaser. Oui, je sais. Deux, c'est lire. Alors, je lis, j'ai beaucoup d'entraînement dans la lecture, c'est mon activité favorite, tu sais, je vois un livre, je chouette un livre, puis je commence à le lire, tu sais, je lis beaucoup, donc je suis entraîné à le faire, même des livres qui sont moches, des livres plates, là, que je trouve, tu sais, mais je les lis pour le plaisir de trouver des erreurs de raisonnement, tu sais, bon, mais je sais bien que je peux pas faire ça à presque personne d'autre, parce que c'est dur à lire, c'est long à lire, c'est bon. Mais le traduire en québécois, après, c'est le fun. Puis les élèves sont « Ah ouais, tu sais, c'est OK ». Puis surtout, la philo, il faut montrer aussi en quoi ça les touche, eux. Personnellement. Personnellement. Puis là, ils commencent à être un peu stressés par rapport au réchauffement climatique, par exemple. Quand je leur donne des données, regardez qu'est-ce qui se passe, regardez ce qu'on pourrait faire, comment ça changerait les choses, puis ils écoutent beaucoup. OK? Quand on parle des LGBT, quand on parle... Puis moi, je donne jamais mon avis personnel sur tous les sujets chauds. Je les étudie, les sujets chauds. Puis à un moment donné, j'ai l'air d'être contre. Puis à un autre moment donné, j'ai l'air d'être pour. Je ne me place jamais. Ils ne savent pas qu'est-ce que je pense. C'est à eux de définir qu'est-ce qu'ils pensent. Et moi, ce que j'évalue, c'est leur capacité à défendre leur idée, quelle que soit l'idée. En tout cas, bonne continuité dans Merci. ça, parce que tu sembles avoir trouvé une approche qui fonctionne bien. Il ne reste qu'un couple de minutes, mais je veux juste parler brièvement de tes deux fils. Comme on a dit tantôt, les deux sont autistes, mais très différents. Mais ils ont trouvé leur chemin. Oui. Je sais qu'il y a un qui a une ceinture noire en karaté, puis l'autre, il y a un travail où il est bien apprécié. Oui, François travaille ici à Thetford. Lui, il est ceinture brune, mais il est encore en karaté. Il n'a pas abandonné. Je pense qu'il va aller chercher sa noire. Olivier, c'est un autiste qui était mutique à la base, qui a appris à parler à plus vieux que 5 ans. À 5 ans, moi, j'étais sûr que l'autisme était une maladie terrible, là, parce qu'Olivier, il n'y avait aucun équilibre, il n'y avait aucune... Il se situait... En tout cas, on n'arrivait pas à se mettre en contact avec. Puis là, aujourd'hui, il est ceinture noire.
Puis il s'en va en géologie, là, au cégep. C'est juste, j'ai pensé qu'avec l'acceptation puis la patience, on peut trouver les diamants bruts. Puis j'ai pensé à ça. C'est ça, le temps termine, mais je ne sais pas si les gens remarquent, mais il y a une certaine ressemblance à un certain personnage qui est populaire ce temps-ci de l'année. Et on termine, toi et Sylvie, souvent pour les enfants qui ont des problèmes, vous embarquez et vous devenez Père Noël et Maman Noël. Oui, ça c'est mon costume de super-héros. Je le fais bénévolement pour des associations, des groupes communautaires ou quand il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, des familles avec de la violence ou de la pauvreté. On fait ça, c'est notre façon de donner ça. Parce que oui, quand j'étais jeune, je m'imaginais pas qu'un jour je serais le Père Noël, mais là, c'est venu tout seul. En tout cas, c'est un rôle qui te convient très, très bien. J'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai écouté la chanson Où est-il le bonheur? Où est-il? Mais il est là, le bonheur. Donc, bonne continuité, Stéphane. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que vous avez écouté bien et ça a allumé une certaine réflexion. Merci. Bonne journée.